Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire. Bon, camarades, la question du libre-échange et du protectionnisme est une question théorique qui a été de nombreuses fois traitée par les marxistes, mais c'est aujourd'hui évidemment une question d'une actualité brûlante. Et il y a un changement à cet égard dans la nature de notre discussion, parce que pendant des décennies, on a la question d'une flambée protectionniste figurer dans nos perspectives à moyen ou long terme, alors que désormais c'est un élément central de la situation économique et politique actuelle, de nos perspectives immédiates économiques et de nos perspectives à court et moyen terme pour le développement de la lutte des classes et pour le développement de la situation politique. Tu me donneras le temps ou... mais je commencerai par poser la question, par traiter la position théorique générale du marxisme sur cette question. La constitution d'un marché mondial est une conséquence des lois fondamentales du système capitaliste. C'est inhérent au capitalisme lui-même. Marx l'expliquait déjà dans le manifeste du Parti communiste, en quelques phrases. Marx explique qu'après avoir balayé les particularismes du système féodal et constitué de véritables marchés nationaux, les bourgeoisies finissent par ne plus pouvoir se contenter des marchés nationaux. Le développement prodigieux, très rapide des forces productives sous le capitalisme finit par saturer les marchés nationaux et pousser les bourgeoisies les plus puissantes à chercher à exporter à l'échelle mondiale, chercher des débouchés à travers le monde. Par ailleurs, le développement de l'industrie requiert des matières premières qui ne sont pas sur les marchés nationaux et qu'il faut aller chercher dans les autres pays, dans le monde entier. Et donc, pour tout cela, les bourgeoisies ont besoin de détruire les barrières qui protègent les différents marchés nationaux. En ce sens, le libre-échange est une tendance fondamentale du système capitaliste et la situation idéale du point de vue du capitalisme. Adam Smith l'expliquait, il disait « Idéalement, il ne faudrait aucune barrière douanière, nulle part, aucune restriction au commerce mondial, et alors on aurait la situation parfaite, idéale, qui se résumerait par que le meilleur gagne. C'est-à-dire la concurrence libre et non faussée, selon une célèbre formule récente. Et dans ce cas-là, ce seront les capitalistes les plus compétitifs, les plus innovants, les plus audacieux, etc., qui l'emporteraient sur les moins compétitifs, et ceci contribuerait, selon Adam Smith, à développer la technologie, la science et le bonheur de tous jusqu'à la fin des temps. Augmenterait l'innovation, l'investissement et des gains de productivité permanents. Smith a ajouté que les matières premières n'étant pas également réparties dans toute la planète, évidemment, il fallait ouvrir l'accès à ces matières premières à tout le monde. Et par ailleurs, il relevait aussi que les frais d'extraction des matières premières ne sont pas les mêmes selon les zones. Et c'est un fait qui est toujours d'actualité. Par exemple, l'extraction du minerai de fer coûte aujourd'hui $30 la tonne en Australie. Il coûte $90 la tonne en Chine. Mieux vaut aller l'extraire en Australie. Et donc tout ça est toujours d'actualité. Ceci dit, ça c'est la situation idéale, au sens de théorique, la situation théorique parfaite pour le développement du capitalisme, mais il n'y a jamais eu, et il ne peut jamais y avoir sous le capitalisme, de liberté absolue, générale, universelle, dans la circulation des capitaux et des marchandises à l'échelle mondiale. Le protectionnisme a toujours été, un instrument indispensable aux différentes bourgeoisies nationales à un moment ou à un autre de leur situation.
et du développement économique. Ce fut le cas notamment lors de la phase ascendante du capitalisme. Par exemple, la Grande-Bretagne, après une phase de protectionnisme qui lui a permis de développer sa propre industrie à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe, on a eu l'écrasante domination économique de la Grande-Bretagne à la moitié du XIXe siècle. Alors, la Grande-Bretagne s'est convertie au libre-échange, sauf dans ses colonies, où il y avait des restrictions, de sorte que la Grande-Bretagne bénéficiait de l'avantage des deux systèmes. Et dans ce contexte, bien sûr, les autres bourgeoisies d'Europe occidentale devaient absolument protéger leurs marchés nationaux de la concurrence des entreprises bon marché qui venaient de Grande-Bretagne. Elles devaient le faire pour développer leur propre industrie. D'où les barrières douanières qui étaient appliquées à peu près partout en Europe occidentale à l'époque. Mais les barrières douanières ne sont pas le seul moyen. Il y a d'autres mesures protectionnistes qui étaient appliquées dès cette époque. Par exemple, la restriction des exportations. Dans un de ses articles, Niklas donne l'exemple de la Suède. Niklas, un camarade du secrétariat international, il donne l'exemple de la Suède qui, à l'époque, avait imposé des restrictions en Suède à l'exportation des minerais de fer, à l'exportation de la fonte et du bois en Grande-Bretagne, pour priver, dans une certaine mesure, la Grande-Bretagne de ses matières premières et développer en Suède sa propre industrie dans ces secteurs. C'était une politique analogue, toutes choses égales par ailleurs, à, par exemple, la restriction exigée par Biden à l'interdiction d'exporter certaines micropuces en Chine il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Autre exemple, le rôle de la question du protectionnisme et la division de la classe dirigeante américaine sur la question du protectionnisme et du libre-échange à l'époque, en amont et de la guerre de sécession, qui fut un des facteurs d'ailleurs du déclenchement de la guerre de sécession de 1861 à 1865, puisque les États esclavagistes du Sud étaient pour le libre-échange, de façon à pouvoir exporter un maximum de leur coton en Europe, et en particulier en Grande-Bretagne qui en consommait énormément, et qui étaient favorables à l'importation aux États-Unis, en Amérique du Nord, des marchandises, notamment de luxe, produites en Grande-Bretagne. À l'inverse, les États du Nord, les États industriels du Nord, étaient pour le protectionnisme parce qu'ils avaient besoin de développer leur capitalisme, leur industrie, à l'abri de la concurrence britannique. Donc, en l'occurrence, dans ce cas précis, et contrairement à une idée un peu reçue, c'était la fraction la plus arriérée de la classe dirigeante américaine qui était liée à une politique de libre-échange, alors que c'était la fraction la plus progressiste de la classe dirigeante américaine qui était favorable à une politique protectionniste. Puis, évidemment, quelques décennies, 2 ou 3 décennies, je ne sais plus, après la guerre de sécession, une fois que l'industrie américaine s'était développée, la bourgeoisie américaine est devenue favorable au libre-échange. Et Engels, dans le texte qu'on vous a envoyé, je crois, comme dans la liste de lecture, qui est un texte qui malheureusement n'existe pas en français, qui n'est pas un texte facile parfois, mais Engels rapporte une anecdote où il explique une discussion avec un commerçant, et ils ont un petit débat, et Engels s'explique. Oui, la classe dirigeante américaine aurait pu peut-être arriver à concurrencer l'industrie britannique au bout d'un certain temps s'ils n'avaient pas protégé leur marché national, mais ça aurait été plus long qu'avec des mesures protectionnistes. Quelle était la position de Marx sur cette question ? Il y a ce célèbre discours sur la question du libre-échange, prononcé en janvier 1848, où Marx aborde la question d'un point de vue économique, certes, mais surtout d'un point de vue de classe.
Parce que l'objet central de toute son intervention, de son discours, c'est de ridiculiser les arguments populistes, pourrait-on dire, en tout cas des arguments qui prétendaient, de part et d'autre, du côté des partisans du protectionnisme comme du côté des partisans du libre-échange, que ça favoriserait le bien-être des paysans et des travailleurs, des petits paysans et des travailleurs. Marx démontre, ridiculise ces arguments et démontre que, dans les deux cas, protectionnisme ou libre-échange, la classe ouvrière restera exploitée, opprimée et soumise au fléau du paupérisme et du chômage. Mais, tout à la fin de son exposé, après avoir réfuté et ridiculisé les arguments des uns et des autres, il souligne que d'un point de vue général, et je souligne général, le libre-échange, je cite, pousse à l'extrême antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire que je vote en faveur du libre-échange. Voilà comment Marx conclut son exposé de 1848 sur cette question. Et Engels reprend cette question dans un texte, qui est d'ailleurs une préface au discours, je crois, du discours de Marx, un texte qui date de 1888. Donc, 40 années plus tard, Engels écrit, je cite, « La question du libre-échange et du protectionnisme ne dépasse pas les limites du système capitaliste et n'a par conséquent aucun intérêt direct pour nous, socialistes, qui voulons renverser tout ce système. Cependant, cette question nous intéresse de façon indirecte, dans la mesure où nous sommes favorables au développement et à l'expansion de la production la plus libre, les plus libres et les plus rapides. » Fin de citation. C'était parfaitement correct à l'époque, mais on doit insister, je crois, sur le fait qu'on ne peut plus vraiment formuler les choses ainsi. On ne peut même plus du tout formuler les choses ainsi aujourd'hui. On ne peut plus dire à la fin d'un article, et d'ailleurs on ne dit pas à la fin de nos articles, ceci dit, nous sommes pour le libre-échange dans la mesure où. Pourquoi ? Parce qu'en 1848, et même encore en 1888, le capitalisme jouait encore un rôle relativement progressiste en développant les forces productives et en développant rapidement les forces productives et donc la classe ouvrière, qui était à l'époque loin d'être la classe majoritaire dans la société. Elle l'était presque ou déjà en Grande-Bretagne, mais c'était loin d'être le cas dans le reste, notamment par exemple de l'Europe occidentale. Il y avait encore une masse de paysans. Et l'article d'Engels, n'oublions pas, 1888, était écrit au beau milieu d'une phase d'expansion rapide du capitalisme, qui développait la classe ouvrière. Et ça avait un caractère très progressiste. La développer au détriment, la classe ouvrière, au détriment de la petite bourgeoisie, et en particulier de la petite paysannerie. Les choses ne se présentent plus de la même manière aujourd'hui, évidemment. Le capitalisme a développé de longue date les prémices objectives de la révolution socialiste, toutes les prémices objectives de la révolution socialiste, et ce système est devenu, entre-temps, un monstrueux obstacle sur le développement des forces productives. En 1938, Trotsky expliquait, vous le savez, vous connaissez la citation, je cite, « Les prémices objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas simplement mûres, elles ont commencé à pourrir. » Et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'en 1938. Prenez l'exemple du chômage. Le chômage de masse qu'il y a dans un grand nombre de pays industrialisés, la plupart des pays industrialisés, c'est plus l'armée de réserve industrielle qui gonfle et qui dégonfle au fur et à mesure des cycles. C'est un phénomène massif, permanent, irréductible, organique, qui plonge dans large fraction de la classe ouvrière dans une misère et une déchéance sans issue. Bref, il serait complètement abstrait de prendre position pour le libre-échange, de manière très générale, même de manière très générale, après des décennies de libre-échange et de mondialisation qui ont débouché sur la situation actuelle, et notamment sur la complète domination de l'économie par de gigantesques monopoles. Alors bien sûr, on ne prend pas davantage position pour le protectionnisme, et on doit insister sur les effets dévastateurs
récessif et inflationniste du protectionnisme. Mais on doit renvoyer dos à dos le libre-échange et le protectionnisme et insister sur la nécessité d'une révolution socialiste dont toutes les prémices objectives sont pleinement développées et commencent même à pourrir, ce qui est la différence centrale avec 1848 et 1888. Le problème, ce n'est plus la formation d'une classe ouvrière puissante et nombreuse, ce n'est plus le développement et la clarification de l'antagonisme entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, antagonisme qui est parfaitement clair objectivement, même s'il n'est pas forcément dans la conscience de tous les travailleurs, bien sûr, mais objectivement, il est parfaitement clair, parfaitement développé. Le problème, c'est l'absence d'une direction révolutionnaire des travailleurs. Et donc, notre mot d'ordre, c'est ni protectionnisme, ni libre-échange, le socialisme. Et ce sera d'ailleurs, après avoir été le titre du dernier édito, ce sera le titre du prochain numéro de notre journal, enfin la une. Voilà pour notre position générale. Ceci dit, on doit évidemment analyser concrètement ce qui se passe en ce moment, en expliquer les causes et les conséquences, critiquer les solutions des dirigeants réformistes et leur opposer nos revendications transitoires. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres relatifs aux économies américaines, chinoises, européennes. Vous pouvez en trouver des tonnes dans la presse bourgeoise, dans les articles de notre international, et je suis sûr que des camarades en ont préparé quelques-uns pour la discussion. Je tâcherai de me concentrer sur les processus fondamentaux, tels qu'on doit les comprendre, les expliquer à nos camarades et les expliquer à nos contacts qui vont se poser de plus en plus de questions sur ce thème. La politique de Trump marque de toute évidence un tournant majeur dans l'histoire du capitalisme moderne. On assiste à la fin, ou disons au début de la fin, d'une très longue phase d'expansion du commerce mondial et du développement de la division internationale du travail. Cette longue phase a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès les années 1950. Quelques chiffres quand même. En 1970, à l'échelle mondiale, 13% des biens et des services produits en valeur monétaire étaient destinés à l'exportation. 13% des biens en valeur destinés à l'exportation en 1970. En 1980, c'était 20%, 21%. Dans les années 90, je n'ai pas trouvé quelle année, mais enfin on dit dans les années 90, 24%. En 2008, 31%. On est donc passé de 13% à 31% de la production qui est destinée à l'exportation. C'est considérable quand vous pensez à toutes les petites entreprises qui, évidemment, ne produisent que pour le marché intérieur. Donc ça souligne comment les monopoles, les grandes entreprises sont tournées vers l'exportation de plus en plus. Ce mouvement s'est accompagné de toute une série d'institutions, d'accords, etc. Vous avez eu le GATT, G-A-T-T, qui en français se lit Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, créé en 1947, et puis l'OMC a pris le relais du GATT en 1994. Et lorsque l'OMC a été créé en 1994, pour remplacer le GATT, il y avait 128 pays signataires contre seulement 20 pays signataires en 1947. Donc une implication toujours plus grande d'un toujours plus grand nombre de pays dans des accords de libre-échange. Cette expansion du commerce mondial était à la fois un facteur et une conséquence de la croissance mondiale, du développement du capitalisme. On a souvent souligné le rôle du commerce mondial dans les 30 Glorieuses, dans la croissance des 30 Glorieuses, mais on n'a jamais dit que c'était le seul facteur. Et ce serait une erreur d'y voir le seul facteur. Ted Grant, d'ailleurs, dans son article « Y aura-t-il une récession ?», de 1960, liste plusieurs autres facteurs importants. Il parle du plan Marshall, par exemple, le rôle économique croissant des États. Il parle de l'affaiblissement de l'impérialisme dans les ex-colonies, qui ont permis à ces colonies de développer, dans une certaine mesure, une industrie, ce qui a participé à la dynamique générale du capitalisme. Il cite toute une série de facteurs, parmi lesquels le commerce mondial occupe une place importante, bien sûr, mais n'est pas le seul. Et Ted Grant expliquait que tôt ou tard, les contradictions fondamentales du capitalisme finiraient par s'affirmer et provoquer une crise de surproduction majeure, ce qui, vous le savez, est arrivé
dans les années 70, obligeant les bourgeoisies à lancer des attaques brutales contre la classe ouvrière et à commencer à se lancer dans une politique monétaire irresponsable au profit, bien sûr, des grands capitalistes, subventions, etc., etc. Cependant, il n'y a pas de crise finale du capitalisme et le capitalisme a renoué avec la croissance dans les années 80. Par exemple, en France, 2% de croissance en moyenne au début des années 80 et 4% de croissance à la fin des années 80. Une autre étape fondamentale, ce fut, bien sûr, et qui a donné beaucoup d'oxygène au capitalisme, ce fut la restauration du capitalisme en Russie, dans le bloc de l'Est, et graduellement en Chine. Ce fut un facteur qui a permis de prolonger la croissance modérée, plus faible que pendant les 30 glorieuses, mais la croissance, tout de même, dans les années 90 et 2000, jusqu'à 2008. Ça ouvrait des marchés considérables, surtout le marché chinois, au capitalisme mondial. Et quelle était la situation? La mondialisation avait des effets destructeurs, bien sûr, dans les industries, dans un certain nombre, pour un certain nombre d'industries nationales, mais sur fond de croissance générale des économies. Et c'est simple, c'est toujours un facteur, c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Quand le gâteau grandit, le gâteau des profits grandit, les classes dirigeantes sont prêtes à sacrifier une partie de leur industrie nationale, du moment qu'elles peuvent compenser ces pertes par une extension des marchés, par une plus grande rentabilité de ces investissements ailleurs, par un accroissement global de ces profits. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux travailleurs des industries concernées, et ça joue un rôle non négligeable dans l'élection de Trump et de bien d'autres, mais du point de vue de la classe dirigeante, quand le gâteau s'agrandit, quand le profit global s'agrandit, c'est un sacrifice que les classes dirigeantes, elles, sont prêtes à faire, bien sûr. Autrement dit, avec la mondialisation, avec le processus que j'ai décrit, les bourgeoisies impérialistes sont parvenues à partiellement, et je souligne partiellement, dépasser l'une des deux limites que les marxistes expliquent être les limites du développement des forces productives, la propriété privée des moyens de production d'un côté, et les États-nations. Cette limite des États-nations a été partiellement dépassée, levée par la mondialisation. Ceci dit, à l'époque, notre internationale soulignait que ce processus atteindrait nécessairement des limites, se heurterait brutalement à des limites. En particulier dans les années 2000, je m'en souviens, au début, après l'adhésion de la Chine à l'OMC, et lorsque la vague d'investissement massif en Chine avait commencé, et commençait même à s'accélérer, on expliquait, les dirigeants de l'international expliquaient, que les investissements massifs des Américains, des Européens et autres en Chine, c'était très bien pour faire des profits à court terme, mais que tôt ou tard, ça finirait par se traduire par l'exportation massive de la Chine vers le marché mondial, non plus seulement de jouets ou de vêtements, mais de produits de haute technologie, de marchandises à haute valeur ajoutée et, enfin, de capitaux. Et notre international anticipait, c'est des perspectives qui se vérifient, anticipait le fait que tôt ou tard, après avoir massivement investi en Chine, les mêmes bourgeoisies occidentales commenceraient à imposer des tarifs protectionnistes, des mesures protectionnistes pour se protéger des exportations chinoises et de la compétitivité des marchandises chinoises. La mondialisation, expliquait-on, finira par se transformer dialectiquement en son contraire. Croissance des nationalismes économiques et début de dislocation du marché mondial. Cette perspective ne s'est pas immédiatement vérifiée après la crise de 2008. Alors que dans nos perspectives, ce qu'on disait, c'est que ça ne va pas se faire juste comme ça va se faire aussi sur fond, encore une fois, sur fond de récession. Les tensions protectionnistes, nationalistes naissent quand il y a une récession. Il y a eu une récession en 2008, mais en fait,
il s'est passé que c'est la Chine, c'est l'expansion du capitalisme chinois qui a permis d'amortir dans une certaine mesure la gravité de la récession de 2008, en même temps, bien sûr, qu'une politique monétaire de plus en plus irresponsable, baisse des taux d'intérêt, crédit massif, quantitative easing, etc., assouplissement quantitatif, etc. Mais aujourd'hui, 17 ans après la crise de 2008, et alors que le capitalisme mondial n'est pas vraiment sorti de l'espèce de surproduction larvée permanente qui affecte le capitalisme mondial, ou de surcapacité, comme disent les économistes, toutes les contradictions accumulées remontent à la surface. Les États-Unis qui restent la première puissance mondiale, bien sûr, mais déclinent relativement à la Chine depuis un certain nombre d'années et ne peuvent plus s'en remettre au libre-échange pour défendre les intérêts économiques, les intérêts de l'industrie américaine. En dernière analyse, c'est une question de compétitivité, toujours. De compétitivité, donc de productivité du travail. C'est bien simple. Depuis la moitié des années 90, la productivité du travail en Chine a augmenté de 7 à 10% chaque année. Très au-dessus des États-Unis, ou bien au-dessus des États-Unis, et considérablement plus qu'en Europe, où la productivité a très très peu augmenté. J'avais le chiffre en tête, mais je crois que c'était de l'ordre du 0,9% sur toute une période. En fait, il y a une stagnation de l'investissement et de la productivité, de l'augmentation de la productivité, en Europe. La Chine est désormais compétitive, ou en passe de l'être, sur la voie de l'être, dans toute une série de secteurs industriels et technologiques décisifs, et ce, dans un contexte de saturation des marchés, c'est-à-dire de surproduction. Et ça pouvait que déclencher une réaction américaine à un certain stade. En particulier des États-Unis, mais pas seulement des États-Unis, y compris l'Union européenne, qui a beau jeu de critiquer Trump, mais qui a pris des mesures protectionnistes contre la Chine ces derniers temps. Ceci dit, on l'a souvent expliqué, le processus n'a pas commencé avec Trump. C'est pour ça que tous ceux qui ont l'espoir que c'est juste, il est fou, on va le remplacer par un libéral raisonnable et tout sera réglé. Non, ça n'a pas commencé avec Trump. Ça a commencé avec Obama en réalité, qui disait déjà, dont le slogan était Buy American, acheter américain. Et Biden a accéléré le processus, notamment avec sa loi de réduction de l'inflation. Par exemple, pour donner, c'est une loi bien sûr qui comporte je ne sais combien d'articles, mais par exemple, subvention de l'achat de véhicules électriques produits aux États-Unis. Vous achetez un véhicule électrique, on vous file 2 000, 3 000 $, je ne sais pas combien, parce que vous achetez un véhicule électrique américain. C'est du protectionnisme. C'est évidemment du protectionnisme. Ou les investissements dans les énergies renouvelables qui utilisent des matières premières américaines. Subventions, etc., etc. Les dirigeants européens, à l'époque, ont protesté, mais là aussi, quelle hypocrisie, parce que les classes dirigeantes européennes, et en particulier la classe dirigeante française, sont les grands spécialistes des subventions. D'ailleurs, on ne le cesse de l'expliquer sous un autre angle. Quand on attaque les politiques d'austérité, on disait, mais vous filez des centaines de milliards par an aux grands capitalistes, et il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour l'éducation, etc. Mais c'est aussi, on peut prendre ça aussi sous l'angle du protectionnisme. Ce sont des mesures protectionnistes. Avec le deuxième mandat de Trump qui a commencé en janvier, il y a une rupture qualitative. Accélération brutale du processus. On l'a dit et répété, Trump prend acte du déclin relatif de l'impérialisme américain et du fait que les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. Il en prend acte sur le plan militaire et diplomatique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est évident. Il en prend acte aussi sur le plan économique. Il veut protéger l'économie américaine face à l'impérialisme chinois. Il veut embarquer aussi un maximum d'alliés, ou de soi-disant alliés, notamment européens, dans cette direction, quitte à leur mettre une pression maximale. Hier, vous le savez, vous l'avez sans doute vu, il a conseillé ses négociateurs avec l'Union européenne, il leur a recommandé d'imposer, à partir du 1er juin, 50% sur toutes les exportations européennes aux États-Unis. 50% de taxes douanières.
alors qu'il avait annoncé une pause de 90 jours, si ma mémoire est bonne, début avril. Donc, si mes calculs sont bons, ça nous a mené à début juillet. Et fin mai, il dit, bon, 50% 1er juin. Évidemment, il y a de quoi déstabiliser les négociateurs et les capitalistes en général. On ne sait pas s'il le fera. On a bien compris, tout le monde a bien compris que c'était un élément de négociation, que c'était sa tactique. On a vu ce qu'il a fait avec la Chine. Ils sont montés jusqu'à 145%, je ne sais pas, ils auraient pu dire 3000%, pourquoi pas. Ils sont montés jusqu'à 145% versus 125%, et ils sont redescendus, ils négocient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait à quel accord ils ont abouti. Si vous lisez dans la presse française, ils n'ont pas un accord définitif. Mais chacun dit, ah oui, on avance bien, on est content, on va baisser, on revient, je ne sais plus à combien ils sont aujourd'hui, 50%, 60%, je ne sais plus. Mais personne n'est au courant des éléments concrets des discussions entre les Américains et les Chinois. Et il y avait un type hier sur BFM qui disait, peut-être qu'ils n'en parlent pas parce que l'un des éléments, c'est comment on va conjointement entuber l'Europe. Et ça n'est pas totalement exclu. C'est parce que d'une certaine manière, toutes ces choses-là sont liées. Bref, on ne sait pas ce qu'il le fera. On ne sait pas si au 1er juin, il y aura 50% sur toutes les exportations européennes. On ne sait pas surtout combien de temps elles le seront, elles tiendront. Ce serait, et pour les États-Unis et pour les Européens, une balle dans le pied d'aller aussi loin. Donc, on peut douter que les marchés apprécient, etc. Mais la direction, elle est là. Elle est là. Il y a déjà plus 10% par rapport à avant Trump sur toutes les exportations européennes, si je ne me trompe pas. Il y a déjà plus 10%. Et on pourrait, disaient les journalistes hier, atterrir sur plus 20, plus 25, plus 30, ce qui serait déjà un coup très sévère porté à l'Union européenne. Que veut Trump dans les négociations ? 1. La levée des restrictions aux exportations européennes en Europe. Et il y en a un paquet, sous des prétextes divers et variés. L'écologie, les règles sanitaires, les règles de ceci, les règles de... Toutes ces règles de conformité, de ceci, de cela, qui sont toutes, ou pour l'essentiel, des prétextes protectionnistes. Tout le monde le sait. C'est on n'a pas les mêmes normes. Les normes, c'est un très bon prétexte pour dire non. Remballez vos marchandises. Et Trump l'a écrit sur Twitter. Hier, il a dit arrêtez avec vos normes, vos machins, tous vos trucs. J'en veux plus de ça. Je veux pouvoir exporter. On doit pouvoir exporter en Europe davantage de marchandises. Il veut des investissements européens aux États-Unis. Et ça peut marcher à court terme. D'ailleurs, les mesures protectionnistes prises ces derniers temps, qui frappaient l'Union européenne, a déjà commencé à produire des effets. En tout cas, ça peut être un élément de l'équation. J'ai vu que les États-Unis sont redevenus, ou sont devenus, je ne sais pas s'ils l'avaient déjà été, peut-être, la premier territoire en termes d'investissement direct étranger. Investissement direct à l'étranger. Avec plus de 300 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, en 2024. D'investissement direct. Trump veut accélérer cette tendance. Et il y a des grands patrons, bien sûr, qui disent « chef, oui chef ». Parce que, par exemple, Bernard Arnault, devant les actionnaires de LVMH en avril dernier, a dit « on va devoir augmenter nos productions américaines ». Et pour cause, 25% du chiffre d'affaires de LVMH, c'est aux États-Unis. Vous imaginez si LVMH est taxé de 50% sur même 30 ou 20%? Pareil, L'Oréal, 24% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Le patron a déclaré qu'ils allaient produire davantage aux États-Unis, etc., etc. Troisièmement, Trump veut embarquer l'Union européenne et d'autres alliés dans la guerre commerciale contre la Chine. Et notamment priver la Chine de divers composants dont l'industrie chinoise a besoin. Exactement comme Biden, je l'ai dit, a interdit l'exportation de micropuces en Chine aux producteurs américains. Et a exigé que les producteurs d'autres pays le fassent aussi. Pas sûr que ça marche en Europe, au sens où pas sûr qu'il y aura une réponse collective. C'est même, à mon avis, exclu qu'il y ait une politique unie de l'Union européenne pour dire « Ok, Trump, on part dans la guerre avec toi, dans la guerre commerciale contre la Chine ». Il y aura plutôt une division. Il y a déjà une division de l'Union européenne, et c'est ce sur quoi pleuraient hier soir tous les éditorialistes, en disant « Mais regardez, les Allemands, ils proposent ceci, les Irlandais, ils sont sur ça,
Les Italiens, ils vont discuter en secret. Il paraît qu'il y a un dirigeant polonais qui a dit c'est n'importe quoi, chacun négocie dans son coin. Et c'est un fait. Chaque gouvernement négocie dans son coin, et chaque grand capitaliste négocie dans son coin, aussi directement, avec l'administration américaine. Donc, et tout ça est bon pour les États-Unis, parce que la division de l'Union européenne, c'est bon pour les États-Unis. En tout cas, dans l'esprit à court terme, dans l'esprit de Trump. Mais même chose avec les alliés traditionnels des États-Unis en Asie. C'est quand même un fait remarquable que suite à l'arrivée de Trump au pouvoir et de ses annonces, il y a eu une réunion rarissime, exceptionnelle, entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud, qui ont eu des relations pour le moins tendues pendant toute une période, pour commencer à discuter de comment on réagit face aux mesures protectionnistes de Trump. Donc il peut avoir l'effet, ça peut avoir des effets contradictoires. Ça rappelle la formule célèbre de Henry John Temple en 1848 qui disait « Les États n'ont ni amis permanents, ni ennemis permanents, ils n'ont que des intérêts permanents ». Formule que Trump incarne au plus haut point, mais il va découvrir qu'il n'est pas le seul à la pratiquer et qu'elle pourrait se retourner contre les États-Unis eux-mêmes. L'implication pour l'économie mondiale de ces situations sont colossales. On l'a répété, dans les années 30, on l'a souvent dit, dans les années 30, le protectionnisme a transformé la récession en dépression. Le protectionnisme tous azimuts aura des effets à la fois inflationnistes et récessifs. D'ores et déjà, il y a une révision à la baisse de la croissance de tous les pays, ou quasiment tous les pays de l'OCDE, mais c'est que le début. Et les États-Unis ne seront pas épargnés. D'une part, il y aura un renchérissement des marchandises importées aux États-Unis, plus un renchérissement d'un grand nombre de marchandises dans laquelle rentrent des composants qui seront taxés en entrant sur le territoire américain. Par exemple, l'acier. Beaucoup de marchandises produites aux États-Unis on verra leur prix augmenter à cause du renchérissement de l'acier. De manière générale, l'avantage de la mondialisation, ce que Smith expliquait déjà et ce que Marx confirmait, l'avantage de la mondialisation, du développement de la division internationale du travail, c'est que ça augmente la productivité générale du travail, ça permet des économies d'échelle qui exercent une pression à la baisse sur les prix des marchandises. Avec le protectionnisme, on aura une inflation via les taxes douanières, mais aussi via une augmentation de la valeur des marchandises, c'est-à-dire de la quantité de travail socialement nécessaire qui sont incorporées dans ces marchandises. D'autre part, les États-Unis subiront des mesures de rétorsion, évidemment, baisse des exportations américaines, le tout sur fond de ralentissement de la croissance, voire de crise, voire de nouvelles récessions. Donc, America First, très bien, mais si la Chine achète moins de marchandises américaines, s'il y a moins d'exportations américaines en Chine et aux États-Unis, et que par ailleurs le reste du monde est en ruine, on se demande bien où les Américains vont écouler leur production en dehors du marché national qui ne pourra pas tout absorber. Donc, en fait, s'ils poussaient cette logique jusqu'au bout, ce serait suicidaire pour l'impérialisme américain et pour tous les capitalismes. Donc, on parle d'un tournant de la situation actuelle, mais ça n'est pas la fin de la mondialisation. On doit prendre garde de ne pas exagérer, de ne pas aller trop loin quand on explique les choses. On ne va pas vers une situation de bloc économique autarcique, un bloc asiatique, un bloc américain, latino, où il n'y aurait plus d'échanges entre les uns et les autres. Ça n'est pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible. Le degré d'intégration de l'économie mondiale, du capitalisme mondial, est tel que ce serait une destruction massive des forces productives, ce serait une récession considérable, et ce serait politiquement absolument insoutenable, soit dit en passant. Parce qu'enfin, il faut aussi que les populations acceptent, dans une certaine mesure, la situation. On sait qu'elles ne les accepteront pas à long terme, mais ils ne veulent pas non plus provoquer ça. Non, on assiste à une reconfiguration significative de la division internationale du travail, des chaînes d'approvisionnement, une intensification des guerres commerciales, mais pas la fin de la mondialisation, pas la fin du marché mondial. Cependant, il n'en faut pas beaucoup pour plonger l'économie mondiale dans la récession.
Et toutes les puissances ne seront pas frappées en même temps. De ce point de vue, l'Europe est en très très mauvaise posture. Ça, c'est un élément central de nos perspectives. Et il y a une véritable panique en Europe. L'Europe est un très grand marché, mais je l'ai dit, peu d'investissements productifs au cours des dernières décennies, gros retard en termes de productivité et d'investissement, et l'Union européenne se trouve à la traîne, derrière les États-Unis, derrière la Chine, loin derrière les États-Unis et derrière la Chine, dans pas mal d'industries, dans pas mal de domaines, et donc écartelée entre l'une et l'autre. Et bien sûr, tout le monde voit venir la pression croissante de la Chine ce qu'elle pourra plus exporter aux États-Unis, elle voudra l'exporter en Europe. Donc, la pression centrifuge en Union européenne, croissante, division croissante de l'Union européenne, où chacun cherchera à s'en sortir au détriment du voisin. Tout en attaquant la classe ouvrière, au risque de provoquer des explosions sociales. Et de notre point de vue, c'est tout l'intérêt de cette discussion est là, dans l'impact de ces développements sur la conscience des travailleurs, sur le développement de la situation politique et sur le développement de la lutte des classes. Et cet impact sera énorme. Si vous pensez, après toute la période d'austérité, d'inflation, toutes les crises qu'il y a eu, toute la dégradation qu'il y a eu pendant des années et même des décennies de la situation des travailleurs, nous allons vers nouvelle flambée inflationniste, fermeture d'usines, délocalisation, politique d'austérité, contre-réforme. Tout ça constitue une récession. C'est un cocktail explosif pour la lutte des classes qui aura un énorme impact à terme sur le mouvement syndical et même sur les organisations politiques de la gauche réformiste, qui ne pourront pas indéfiniment défendre des idées aussi absurdes que le protectionnisme solidaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'absurdité de cette idée apparaît clairement en face de protectionnisme. Parce qu'il y a des travailleurs qui ont pu, en période de libre-échange, relatif libre-échange, quand Mélenchon a annoncé cette histoire de protectionnisme solidaire, les travailleurs voyaient les effets négatifs du libre-échange. À présent, ils voient le protectionnisme à l'œuvre. Ils voient ce que c'est que le protectionnisme. Et la proposition d'un protectionnisme solidaire en devient totalement abstraite. Parce qu'ils voient comment les classes dirigeantes se répondent les uns les autres. Je veux dire, l'idée, qui peut croire que Trump ou Xi Jinping vont dire « Ah, nous devons mieux traiter nos ouvriers et nous devons faire plus attention à l'environnement, sinon tel pays va nous taxer 10% sur nos exportations. » Qui peut croire une salade pareille? Personne. Par ailleurs, Mélenchon oublie de signaler que les capitalistes français ne tiennent pas plus compte des conditions de travail des ouvriers et de l'environnement. Et donc, en toute logique, Mélenchon devrait demander que Trump taxe les exportations françaises au nom du protectionnisme solidaire pour pousser les capitalistes français à mieux traiter leurs ouvriers et l'environnement. Tout ça est ridicule. Et il faut vraiment être mélenchoniste au dernier degré pour encore y accorder le moindre intérêt. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Mélenchon, après avoir proposé ça comme la solution suprême, il a écrit une note de blog très embarrassée, très tortueuse, sur la question du protectionnisme. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, lui-même est en train de comprendre que son mot d'ordre ne tient pas là. Je ne dis pas qu'il va l'abandonner, parce qu'il n'a pas d'alternative. Tous ces gens-là cherchent absolument à éviter, évidemment, de poser la question de la propriété, la question d'une alternative au capitalisme. Et c'est pareil avec la dette, si vous y pensez. Quand Mélenchon disait « Ah, la dette, on s'en fout, arrêtez de nous embêter avec la dette, on sera financé par... c'est pas un problème, la dette. » Ok, mais quand vous avez une crise de la dette, et que les taux d'intérêt, comme ils augmentent, et c'est un élément central de cette équation, les taux d'intérêt augmentent sur la dette publique, les travailleurs peuvent voir que ce n'est pas une bonne chose, enfin qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la dette. Et qu'ils anticipent le fait qu'un gouvernement Mélenchon, ça risque d'être un peu problématique au niveau de la dette si on commence à faire n'importe quoi. Donc ça pose, ça ruine. C'est intéressant parce que toutes les idées réformistes de Mélenchon sont minées par la crise du capitalisme lui-même. Quant à nous, on doit maintenir une position internationaliste, une position de classe, et mettre la question de la propriété au cœur de notre programme, avec des revendications transitoires, comme la nationalisation, sans indemnité, sous le contrôle des travailleurs, de toutes les entreprises qui menacent ou qui proposent de délocaliser ou de fermer sous prétexte de la guerre commerciale. Dans l'immédiat, en l'absence d'une alternative de gauche crédible, la situation actuelle favorisera évidemment les discours nationalistes et protectionnistes, ou en tout cas d'extrême droite, dans une partie de l'électorat.
y compris ouvriers. Et les libéraux protestent. Ah, c'est scandaleux, etc. Mais les libéraux ne savent pas comment gagner les élections. Parce que c'est bien gentil de protester, mais ils perdent les élections. Ils ont une sacrée tendance à perdre les élections ces derniers temps. Et par ailleurs, ils sont complètement inconséquents eux-mêmes. Parce que, du point de vue de la doctrine libérale, ils sont censés être contre l'intervention de l'État dans l'économie, pour une politique monétaire raisonnable, et pour laisser la main invisible du marché régler tous les problèmes. Et ils n'ont rien fait de tel au cours des dernières décennies. Il y a eu une politique monétaire tout à fait irresponsable, qui a creusé les dettes massivement. Il y a plus de 3 000 milliards de dettes globales à l'échelle mondiale. Et ils ont fait le contraire de la doctrine libérale. Et il y a des raisons politiques et sociales fondamentales à cela. Si les capitalistes, au cours des dernières décennies, avaient laissé, depuis 2008, disons, avaient laissé les lois du marché faire leur travail librement, spontanément, ça aurait signifié un effondrement massif, une destruction massive des forces productives dans de nombreux pays, ce qui, comme l'explique Marx, est un élément indispensable du développement du système capitaliste. Les crises de surproduction sont précisément le processus par lequel l'économie se purge de toutes les entreprises qui ne sont pas compétitives, de toutes les entreprises qui ne sont pas à la hauteur, et ça favorise la concentration du capital, ça favorise le développement de la productivité du travail, ça favorise le développement des forces productives. C'est une purge. Mais cette purge, elle a des effets politiques et sociaux que la bourgeoisie ne peut pas se permettre. Ça, c'est un élément. Il ne faut pas que les camarades regardent la chose sous un angle trop strictement économique, parce qu'en réalité, la question politique et sociale est absolument centrale dans l'équation de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est lié aussi à ce qu'on explique, et qu'à vrai dire, on est quasiment les seuls à expliquer, c'est que si la bourgeoisie ne peut pas laisser les crises de surproduction se développer comme habituellement, c'est précisément lié au poids social écrasant de la classe ouvrière aujourd'hui, à la puissance potentielle de la classe ouvrière, qui joue un rôle, vous le voyez, dans bien des domaines. Pour conclure, puisque je dois conclure, Trump veut régler cette question en exportant les problèmes via le protectionnisme, mais il ne réglera pas les problèmes. Et à un certain stade, il y aura un net niveau de vie, et peut-être rapidement, un net recul des niveaux de vie des Américains, et alors un virage massif dans une fraction de l'électorat de Trump lui-même vers la gauche, qui trouvera tôt ou tard une expression politique aux États-Unis. Mais avant cela, dès à présent, ce qui se passe là, et les perspectives que ça ouvre à court terme sur le plan économique, ça alimentera le processus de radicalisation d'une fraction de la jeunesse et des travailleurs qui chercheront une alternative au système capitaliste, une alternative aux solutions réformistes, et ça constituera les meilleures conditions pour le développement de notre parti et de notre international. Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire.